Encore Heureux est un collectif d'architectes fondé en 2001 par Julien Chopin et Nicolas Delon, que j'ai à côté de moi. Encore Heureux revendique une pratique généraliste pour concevoir des bâtiments, des installations, des jeux ou des expositions à la croisée des genres. Au travers d'un enthousiaste critique, ils imaginent des conditions et créent des situations pour habiter la complexité du monde. Sans jeu de mots, Archinov est heureuse de vous donner carte blanche pour cette conférence pleine de surprises intitulée « Défi de vivre ». Le premier dessin de cette présentation, j'ai souhaité vous partager ce dessin qui part de la dissonance un peu dans laquelle nous sommes, où on nous dit une chose et on nous dit son contraire. On nous dit qu'il faut construire en bois puis qu'il n'y a plus de forêt, qu'il faut construire des logements, mais en fait il ne faut pas aller sur des terres agricoles. Donc on a le sentiment qu'on est dans un moment très particulier où il n'y a pas de certitude. Et donc soit on décide de subir ce moment-là, soit on décide d'accepter ce moment de trouble dont parle Donna Haraway dans son magnifique livre « Habiter le trouble ». Et vous allez voir que c'est une question qui va revenir à plusieurs moments dans cette discussion. On est une équipe à nous poser beaucoup de questions et on a souhaité commencer très tôt par des tout petits projets. Un des premiers projets, c'était une aire de jeu, par exemple, à la Friche Belle de Mai en 2013, où nous étions allés sur ce site industriel et nous avions identifié qu'il y avait des anciens rails de chemin de fer. Et donc, on est allé dans les écoles du quartier, qui est un des quartiers les plus pauvres d'Europe, le quartier de la Belle de Mai à Marseille, et on est allé faire des ateliers avec les enfants qui voulaient tous des toboggans. Donc on s'est dit, il y a des rails, ils veulent des toboggans, on va poser un wagon de chemin de fer, on va mettre des toboggans, et ça sera l'aire de jeu dessinée presque par les enfants. Et plus récemment, un projet, une commande qui nous a été faite de concevoir des abris sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour les marcheurs, qui soient un mélange d'architecture, d'installation artistique, d'œuvres d'art. Et donc on a souhaité construire ces projets en pierre sèche, où il y a 110 tonnes de pierre, sans 1 gramme de ciment ou de béton, qui est inspiré bien sûr d'une architecture vernaculaire traditionnelle, et qui comme ça permettent d'accueillir les marcheurs qui sont sur ce chemin. Donc, en parallèle de ces petits projets, il y avait cette volonté vraiment de questionner ce métier. Et la première grande question qu'on se pose, c'est d'où viennent les matériaux avec lesquels nous construisons? Et surtout, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup? Et on dessine ce dessin un peu fondateur, qui est le fait de partager qu'on est à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité, on pourrait dire, où on a de moins en moins de ressources, donc on sait que les ressources s'épuisent, et on produit des déchets dans des proportions vertigineuses. En Ile-de-France, 75% des déchets globaux viennent du bâtiment et des travaux publics, ensuite il y a 15% de déchets ménagers, et le reste de déchets industriels. Et donc la mairie de Paris, suite à cette exposition, nous dit, bon c'est bien joli vos idées, est-ce qu'on pourrait transformer cet espace-là, qui s'appelle le Salon Chéré, avec des fresques peintes magnifiques, avec vos principes d'économie circulaire. Et donc nous, on leur répond qu'on serait OK pour le faire à 2 conditions, c'est travailler avec les ressources et les déchetteries de la ville, et également avec les équipes techniques qui sont sous l'hôtel de ville. Et donc on se retrouve à faire ce projet avec tous les artisans de la mairie, qui sont souvent là pour changer les ampoules et réparer les boiseries, et on leur dit, on va faire de l'innovation ensemble, et on va concevoir cet espace-là. Et donc on fait un aménagement qui est à 90% produit avec les matériaux que nous avions récupérés dans les déchetteries. Arrive 2015, la COP21, la France reçoit le monde entier pour parler des enjeux climatiques, et là, le pavillon de l'Arsenal nous demande, et la ville nous demande de faire maintenant un bâtiment. Et donc là, on se met en tête d'identifier des gisements. Donc on part comme ça à la chasse, à chercher des matériaux, et on tombe sur un stock de 800 portes en chêne, en bois massif, qui sont déposées d'un immeuble de logement dans le 19e arrondissement, et on décide de faire, à partir de ce matériau-là, le pavillon circulaire, qui n'est pas circulaire par sa géométrie, mais circulaire par la circularité des matériaux. Donc voilà, ce bâtiment-là, il a duré quelques années. Ensuite, malheureusement, il a été déconstruit. Il n'a pas eu de seconde vie, même si la ville s'y était engagée. Donc là, on est à Rennes, à l'Hôtel Pasteur, qui est une ancienne faculté des sciences. L'idée est d'y faire une école maternelle au rez-de-chaussée et un lieu culturel et un lieu social dans les étages. Donc un des enjeux, c'est d'intensifier l'usage des bâtiments existants. Donc là, on est vraiment dans une démonstration assez incroyable, assez complexe pour le coup. Et puis, on a aussi considéré qu'on allait jeter le moins possible de choses et que, par exemple, on allait, avec les restes des différentes plaques de plâtre que nous avions dans les différents espaces du bâtiment, elles seraient gardées pour en faire certaines pièces. Et donc là, par exemple, on a la gamme colorée, mais ça, c'est tel qu'on l'a livré. C'est-à-dire qu'on l'a laissé le lieu comme ça, en disant, nous, ça nous va, on trouve les couleurs plutôt pas mal en plus. Si vous voulez le peindre, vous le peindrez, mais déjà, c'est pas sur notre budget, et puis ça laisse aussi l'usager qui peut aussi choisir la couleur qu'il aime, parce que choisir pour tout le monde, c'est quand même un peu prétentieux. Là, on est sur un autre sujet, c'était toutes les chutes de faïence dans les sanitaires. Et donc là, on a travaillé avec une association qui fait de l'insertion, et donc là, on a donné à une dizaine de personnes 1 mètre carré, on leur a donné les stocks
de chute des faïences des sanitaires, et chaque personne en insertion est venue faire son mètre carré. Et donc vous avez ce résultat-là qui est exceptionnel. C'est-à-dire que nous, on aurait été incapables, ni dans le temps, ni dans même la vision, d'avoir cette diversité. Donc moi, c'est le seul que je préfère de tous les projets qu'on ait fait. Et en fait, c'est pas nous qui l'avons fait. Donc ça aussi, c'est un changement un peu d'approche et de pratique, de dire l'architecte, c'est pas celui qui décide tout, c'est celui qui permet le plus possible. Et là, on répond à un appel d'offres sur l'île de Mayotte pour faire un lycée de 3000 élèves. Il y a plus de la moitié de la population qui a moins de 15 ans. Et donc, il y a des besoins scolaires gigantesques. Et on y répond parce qu'il y a une ambition d'explorer la possibilité de construire avec des matériaux locaux une partie de ce projet-là. Et le seul matériau qui apparaît sur cette île de 300 km², c'est la terre. Et on se rend compte qu'en fait, dans les années 70, tout un tas d'artisans et d'usines de fabrication de briques de terre crue existaient, mais qu'elles ont été abandonnées, que la réglementation a fait en sorte qu'on ne pouvait plus s'en servir, et puis qu'on s'est dit que les parpaings, c'était quand même mieux que la brique de terre, et donc il y a une matière à en remplacer une autre. Et donc là, on s'est dit, mais avec ce projet de lycée, on a l'occasion de relancer la filière. Et donc là, c'est pas le lycée, ça c'est la maison du projet. On fait cette maison de projet comme étant le démonstrateur de la technique de BTC, de briques de terre crue, dans lequel on présente la grande maquette de site, dans lequel on présente sur la droite de l'image une presse avec laquelle on va fabriquer les briques, et puis dans lequel on fait des ateliers avec des élèves de l'actuel lycée professionnel des métiers du bâtiment qui viennent s'entraîner pour être demain peut-être les futurs constructeurs de notre grand lycée. Et voilà, ça c'était il y a 2 ans quand on a ouvert ce bâtiment-là, et en ce moment on est en train de faire le grand projet, et il y aura plus de 150 000 briques de terre crue qui seront fabriquées pour ce projet-là. Là, c'est un concours lancé par Paris Habitat pour démolir le parking aérien, le parking silo qui est au centre de l'image. On n'avait jamais fait de logement, c'est le premier concours auquel nous répondons. Et là, on décide assez tôt d'explorer la piste de ne pas démolir entièrement ce bâtiment. On calcule aussi le nombre de camions qu'on évite en démolition de tout le béton qui doit être emmené sur des terres agricoles dans le 77, et puis toutes les toupies béton qu'on évite aussi, parce qu'on a déjà l'infrastructure, on a déjà même un parking souterrain, et on arrive même à montrer que le bilan financier est plutôt bon, parce qu'en fait, si vous démolissiez le bâtiment, les nouvelles règles de PLU faisaient que vous étiez obligé de réduire la surface globale. Et donc là, c'est une photo pendant le chantier qui était très émouvante, parce que si je vous montre cette photo, on pourrait penser que c'est le bâtiment neuf qu'on est en train de construire, mais en fait, c'est le bâtiment existant qu'on est en train de modifier. Donc évidemment, vu la largeur du bâtiment, on fait une grande faille centrale pour ramener de la lumière naturelle et avoir des logements de part et d'autre. Et puis, vu la géométrie du bâtiment, on a l'ensemble des logements qui ont des terrasses de 50, 60 ou 100 mètres carrés. Donc voilà, si vous voulez, le dessin, jamais on aurait dessiné ce projet-là si on était parti de la page blanche. Peut-être que la fin de la page blanche, c'est aussi une opportunité de conception. C'est pas dire qu'on va avoir moins de possibilités ou moins d'idées parce qu'on vous impose quelque chose ou parce que vous partez d'un bâtiment ou d'un matériau. C'est dire qu'en fait, vous allez devoir observer différemment, et de votre observation, vous allez être le seul capable de montrer le potentiel de quelque chose qui est déjà là. Donc pour nous, c'est pas la fin de l'architecture et des architectes, c'est au contraire, c'est la nécessité d'architecture, parce que faire un bâtiment neuf, dans 2 ans, vous demandez à ChatGPT de vous faire des plans de vente, ça sera nickel, hein, il n'y aura rien à faire. Par contre, identifier l'histoire du bâtiment, comment il peut marcher, ça sera peut-être une autre paire de manches. Donc voilà le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui et qu'il est habité depuis maintenant 2 ans. Pour terminer, un projet, un lieu culturel à Clichy-sous-Bois. Et donc là, on construit un bâtiment neuf et on décide d'empiler des usages et surtout de travailler sur un mix des matériaux. Là aussi, c'est une approche un peu particulière, considérant que, en fait, ce que je disais peut-être au début, il n'y a pas de chapelle. Il n'y aurait pas le bois, c'est génial pour tout, ou le béton, c'est très durable, ou il faut faire tout en pierre ou tout en terre. Et donc là, on décide d'utiliser le matériau dans sa plus grande performance, au bon endroit, au bon moment, dans la bonne quantité. On veut un socle qui est très costaud, donc on l'habille en pierre massive autoportante. On habille le volume au-dessus avec de la brique de réemploi parce qu'on identifie des bâtiments qui vont être déconstruits et donc on s'assure de récupérer ce gisement. Et puis dessus, on pose un bâtiment en bois léger en ayant mis le moins de béton possible, du métal par endroit pour faire la salle de spectacle. Donc on est comme ça dans ce dosage, un peu comme quand vous faites de la cuisine. Si vous faites de la cuisine avec que de la farine, ça ressemble à rien. Et puis si vous faites un gâteau au chocolat, il faut un peu de farine, des œufs, du chocolat, etc. Je terminerai par peut-être ce dessin-là, un des derniers, qui est une interprétation de la théorie du donut de Kate Raworth.
On a d'un côté atteint un plafond environnemental. On ne va pas pouvoir aller au-delà. On voit tous les écosystèmes sont à bout de souffle. Chaque année, on dépasse encore des seuils qui étaient censés être indépassables. Vous le voyez évidemment, vous en avez conscience. Parallèlement, on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas un enjeu d'un plancher social. On ne peut pas dire qu'il faut arrêter de construire parce qu'il y a le rapport de la Fondation Abbé Pierre tous les ans dit que 12 millions de personnes en France sont dans des conditions de mal logement. Donc on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas dire qu'il ne faut plus rien toucher. Et si vous voulez, l'espace, ça c'est Kate Raworth qui le dit, sûr et juste pour l'humanité, c'est l'espace qu'on a entre ces deux, entre notre plafond environnemental et notre plancher social. Et on va devoir trouver des astuces pour composer dans cet espace-là.